Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce retour donc du 57e congrès de l'EASL ILC qui s'est tenu à Londres la semaine dernière du 22 au 26 juin. Et donc, comme chaque année, on a réuni un choix de diapositives sur à peu près un diaporama de 170 diapos pour évoquer les nouveautés entendues dans les hépatites, dans les stéatopathies métaboliques, dans les complications de la cirrhose, dans les cancers et la transplantation hépatique. Et vous avez donc l'ensemble des rédacteurs avec Marc Bourlière qui a coordonné ce diaporama. Et sur la diapositive suivante, donc, on tenait à montrer nos liens d'intérêt, les uns et les autres. Et sur la diapositive suivante, à rappeler que cette présentation a été réalisée en totale indépendance éditoriale, donc par l'ensemble de l'équipe de rédaction. Et nous tenons, comme tous les ans, à remercier le laboratoire Gilead pour son soutien institutionnel qui est absolument indispensable pour la création de ce diaporama et pour cet événement. Vous savez que beaucoup d'entre nous l'utilisent tout le long de l'année à partir de toutes ces nouveautés pour lesquelles on a appris beaucoup de choses. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions durant votre écoute et aussi à répondre à la fin aux questions qui vous sont posées sur la satisfaction concernant cette webconférence qui permet toujours d'améliorer la qualité année après année du diaporama. Je voudrais de nouveau remercier l'ensemble des rédacteurs. C'est vraiment un sacerdoce et beaucoup de travail pour pouvoir en quelques jours générer l'ensemble des résumés du congrès. La présentation complète sera mise à votre disposition très rapidement. Et là, pour des raisons évidemment de temps, on a vraiment fait des choix assez restreints d'un certain nombre de présentations. Évidemment, le but n'est pas de générer des frustrations, mais d'ouvrir à la possibilité de revoir l'ensemble du diaporama ultérieurement. Donc, on va commencer par Jean-Pierre Bronovicki qui nous parle des hépatites et puis on s'alternera avec Marc pour la présentation des chapitres et pour la discussion. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci Stan, bonjour à tous. Donc on va commencer effectivement sur les hépatites virales. Alors j'ai essayé de faire un choix qui puisse nous servir pour notre pratique quotidienne. Et je vais commencer par les dernières données épidémiologiques du VHB en Europe avec une mise à jour à partir d'une revue systématique de la littérature depuis 2018. Les auteurs se sont intéressés à différentes populations, la population générale, les donneurs de sang, les femmes enceintes. Et quand on regarde dans ces trois catégories, on voit que la prévalence de l'hépatite B reste basse, sauf dans certains pays, que pour la population générale comme l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce. Pour la Bulgarie et la Roumanie pour les donneurs de sang et les femmes enceintes. Quand on s'intéresse aux hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, la prévalence est élevée en Estonie et en Croatie et relativement basse dans les pays occidentaux où on a les données. Et on a finalement des données de prévalence beaucoup plus variables d'un pays à l'autre en ce qui concerne les prisonniers, avec finalement trois zones. Des zones de basse prévalence, dont fait partie la France, des zones de prévalence intermédiaire comme l'Espagne, l'Italie, la Pologne, et des zones de haute prévalence comme la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie. Et la même chose pour les migrants. Des zones de basse prévalence comme le Royaume-Uni, la Scandinavie, de prévalence intermédiaire dont fait partie la France, et puis une zone de très haute prévalence, l'Espagne, avec une prévalence estimée à près de 32%. Donc ces données, en fait, pourquoi je les ai mises? Parce que ça plaide tout simplement pour un dépistage ciblé dans les groupes à risque, et en particulier les prisonniers et les migrants qui sont de plus en plus vus dans notre consultation. Cette diapositive, je l'ai sélectionnée parce qu'il existe toujours un doute sur la nécessité d'associer de la ribavirine au sofosbuvir et velpatasvir chez les patients cirrhotiques infectés par un génotype 3. Et donc, cette méta-analyse montre clairement que l'addition de la ribavirine au traitement antiviral n'augmente pas le taux de RVS. En revanche, la ribavirine multiplie par 4 le risque d'effets indésirables liés au traitement, donc CQFD. Je crois qu'on peut tranquillement utiliser Sofvel 12 semaines chez les patients cirrhotiques génotype 3 sans ajouter de la ribavirine qui génère des effets secondaires.
Même chose, certains cliniciens hésitent encore à utiliser la combinaison glécaprevir-piprantacipir pendant 8 semaines chez les patients qui ont une cirrhose compensée. Et donc proposer ces patients à leurs patients. C'est une étude issue d'une vaste cohorte multicentrique internationale en vraie vie, l'étude CREST. Cette étude montre que les taux de RBS restent excellents, quels que soient les sous-groupes. Et si on prend l'analyse en per protocole, où on a juste enlevé les patients qui avaient arrêté le traitement pour des raisons autres que virologiques, vous voyez que quand on prend l'ensemble de la population sur plus de 375 malades, on est à 99% de RVS, qu'il n'y a pas de différence d'un génotype à l'autre. Et si on s'intéresse au score d'élasticité au fibroscan, ça n'a pas d'impact. Le taux de plaquettes n'a pas d'impact. La catégorie de patients n'a pas d'impact. Les usagers de drogue, les patients qui ont des antécédents psychiatriques et les patients qui sont co-infectés par le VIH sont d'excellents répondeurs avec des taux de RVS qui, chaque fois, sont largement supérieurs à 95%. Donc, je pense qu'il faut être vraiment rassuré. On peut utiliser cette combinaison de 8 semaines chez les patients qui ont une cirrhose compensée sans arrière-pensée. La combinaison sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir est recommandée par l'EASL et l'ASLD en cas d'échec d'antiviraux directs. Mais quand même, il y a un petit doute encore sur l'efficacité de ce traitement chez les patients qui ont été traités préalablement par Sofvelv et en cas de cirrhose, notamment génotype 3. Et donc, c'est l'objectif de cette cohorte rétrospective multicentrique à partir de l'European Resistance Database. Elle a inclus 458 patients en échec d'antiviraux directs qui ont tous été traités par Sofvelvox. Et vous voyez, finalement, en termes de réponse virologique, chez les patients qui ont une cirrhose, on a un taux de RVS significativement plus bas par rapport aux patients non cirrhotiques, 90% versus 98%, a fortiori si les patients sont child B, 74%, ou un antécédent de transplantation, 75%, ou un antécédent de carcinome hépatocellular, on est à 88%. Et si on regarde les patients qui ont été pré-traités par Sofvelv, vous voyez qu'on est à 87% contre 95%. Alors, en revanche, on n'a pas de différence que les patients reçoivent ou non de la ribavirine avec Sofvelvox, et les mutations de résistance n'ont pas d'impact sur la RVS. Alors, les auteurs allemands ont voulu voir en analyse multivariée quels étaient les facteurs prédictifs indépendants d'échec. Et dans cette analyse multivariée, seule l'existence de la cirrhose ou un antécédent de cancer du foie impactait la RVS. Cela dit, ça reste quand même le traitement de référence, mais on ne doit pas être surpris si un échec survient. Alors, cette étude s'intéresse finalement aux bénéfices extra-hépatiques des antiviraux directs dans une population particulière qui représente à peu près 27% des patients qui ont une hépatite C en France. Ce sont les patients qui ont des maladies psychiatriques, et c'est une très belle étude qui a été menée par Stan à partir de la base de données médico-administratives, le SNDS. Donc, ils ont pu individualiser plus de 17 000 patients psychiatriques qui ont débuté un traitement par antiviraux direct entre 2015 et 2018. Et ils ont regardé finalement les hospitalisations chez ces patients avant les antiviraux directs et après le traitement par antiviraux directs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans l'année qui suit le traitement par antiviraux directs, le nombre d'hospitalisations a diminué de 28%. Chez ces patients psychiatriques, et notamment les hospitalisations pour troubles addictifs ont diminué de 33%, pour troubles névrotiques et de l'humeur de 24%, pour troubles psychotiques 21% et pour tout autre trouble psychiatrique 28%. Donc ça, c'était pour les hospitalisations psychiatriques, mais dans une autre dia, il est montré que toute hospitalisation dans des lits médicaux, chirurgico-obstétricaux a diminué, et surtout la durée d'hospitalisation a diminué. Donc vraiment un impact très positif de la guérison d'hépatite C dans cette population.
Ça, c'est une très belle étude qui est partie des patients qui ont été inclus dans la cohorte hépataire, qui ont une hépatite C. Et il y a eu un chaînage de ces patients avec des patients du SNDS jusqu'en décembre 2018. Et l'objectif de cette étude, c'était de regarder ce qui se passait en termes d'événements cardiovasculaires et de cancer extrahépatique. Donc, on part de 8148 patients VHC+. Il y a les patients qui ont un suivi post-exposition aux antiviraux directs, ça représentait 22 326 patients année, et les patients qui n'avaient pas d'exposition aux antiviraux directs, c'était 12 905 patients année. Si on regarde l'impact sur les cancers extrahépatiques, les auteurs n'en retrouvent aucun. Ce qu'ils retrouvent, par contre, c'est un impact positif en termes d'artériopathie oblitérante avec un hazard ratio à 0,54 en faveur du traitement par antiviraux direct. Ce que les auteurs ont retrouvé, c'est une augmentation du risque d'arythmie et de troubles de la conduction avec un hazard ratio à 1,46. Et ce risque augmente avec le temps, au-delà de 1 an, avec un hazard ratio à 1,55 et 1,75. Et si on prend l'ensemble de la population, il ne semble pas y avoir d'impact des traitements antiviraux directs sur les autres manifestations cardiovasculaires. En revanche, quand on s'adresse à des patients qui ont une fibrose extensive, une fibrose sévère, on a un impact positif en termes de diminution du risque de syndrome coronarien aigu, d'insuffisance cardiaque aiguë et d'événements cardiovasculaires. Donc, les auteurs ont regardé, ont fait une analyse multivariée pour voir quels étaient les facteurs associés au risque d'arythmie et de troubles de la conduction. On retrouve l'exposition au sofosbuvir, l'âge, un IMC supérieur à 30 et un antécédent cardiovasculaire majeur. Donc, la conclusion de ce travail, c'est qu'il y a un risque réduit d'artériopathie après antiviraux directs et d'événements cardiovasculaires en cas de fibrose extensive. Il y a un risque accru de troubles du rythme et de la conduction qui justifie peut-être un suivi, le conseil d'un suivi cardiologique régulier chez les patients, notamment les patients les plus âgés, les patients obèses ou ceux qui ont déjà des problèmes cardiaques. Et par contre, il n'y a pas de signal pour les cancers extrahépatiques. Alors, j'en viens au virus de Delta. Vous savez que c'est souvent un virus. D'abord, c'est un virus qui est fréquent. Hein, ça touche à 10 à 20 millions de personnes à travers le monde. Que les formes sont souvent plus sévères et donc il ne faut pas louper ce diagnostic avec la possibilité de les traiter. Et à Bobigny, ils ont l'hôpital d'Avicenne. Où ils ont affaire souvent à une population migrante ou issue de la migration africaine. Ils ont décidé de mettre en place ce qu'ils appellent un dépistage réflexe du VHD depuis 2012, c'est-à-dire c'était une mise en place d'un dépistage automatique des anticorps anti-VHD chez tous les patients nouvellement dépistés positifs pour l'antigène HBs. Et donc, ils ont pu dépister pratiquement plus de 3100 patients antigène HBs+. Parmi eux, 90% ont eu automatiquement un dépistage des anticorps anti-VHD. 6% d'entre eux étaient positifs pour ces anticorps anti-VHD, c'est-à-dire 172 patients. Et 86,6% ont eu une charge virale, dont 61,1% étaient positifs. Donc, ils ont pu dépister ainsi d'emblée 91 patients qui avaient une co-infection B-delta. Donc, ces 6%, c'est une prévalence très forte. Probablement, il y a un biais de sélection puisque c'est probablement une population avec beaucoup de migrants venant d'Afrique. Cela dit, je pense que c'est vraiment une donnée vraiment intéressante qui a été également testée à Barcelone, où ils ont à peu près les mêmes résultats. Et je pense qu'il faudrait incrémenter cette stratégie dans nos structures. Ça permettrait éventuellement de diminuer le nombre de perdus, surtout si on a affaire à des patients migrants qui sont obligés souvent de se déplacer de ville en ville ou d'usagers de drogue qui ne viennent pas fréquemment à l'hôpital.
Et j'en viens au résultat du bulvertide dans la vraie vie à partir de la cohorte ANRS. C'est un travail qui a été fait par Hélène Fontaine. Donc, c'est un observatoire multicentrique du traitement par bulvertide en France à partir de septembre 19, date à laquelle l'ATU a été disponible. Et puis, ça a été continué à partir de l'AMM conditionnel en 2020. Vous voyez qu'elle a pu analyser 115 patients, 50 traités par bithérapie, bulvertide, interféron et 65 traités par bulvertide en monothérapie. Vous voyez que là, ça confirme la gravité de la maladie. 55% des patients étaient cirrhotiques. Quand on regarde les résultats à 24 semaines de traitement, c'était l'objet de cette analyse, vous voyez que l'indétectabilité de l'ARN du VHD était observée chez 44% traités par bithérapie et contre 8% chez les patients traités par monothérapie. La réponse virologique définie par une diminution de la charge virale d'au moins 2 log était observée dans 84% versus 39%. La normalisation des transaminases était plus fréquente avec la monothérapie, 54% versus 35%. Et quand on regarde la réponse combinée, c'est-à-dire une réponse virologique et une normalisation de transaminases, on est à 34% avec la bithérapie contre 17% avec la monothérapie. Alors, Hélène a également eu des données chez 55 patients qui ont pu être traités pendant 48 semaines, 26 par bithérapie et 29 par monothérapie. Là encore, la proportion de patients avec un ARN du VHD indétectable était 62% avec la bithérapie, 17% avec la monothérapie. La réponse virologique, 85% versus 69%. Normalisation de transaminase plus fréquente en cas de monothérapie. Et par contre, la réponse combinée, là, les choses semblent s'équilibrer, 35 versus 31%. Et en analyse multivariée, quand on regarde les facteurs prédictifs indépendants de réponse virologique à S24, on retrouve uniquement l'interféron qui a pu être donné entre J1 et S2 avec un autre ratio à 8,40. Donc, je passe la parole à Victor qui va nous parler de résultats d'une étude. Donc, je vais vous parler de l'étude de phase 3 du bulvertide. C'est la seule étude de phase 3 que nous aurons et que nous avons. Donc, à comparer 3 bras, c'est des analyses à 48 semaines, soit un bras sans traitement, soit un bras traité par 2 mg, qui est la dose que nous avons, soit un bras traité par 10 mg. Alors, je ne vous présenterai pas ces résultats du 10 mg parce que c'est une dose qui n'est plus disponible en France et nulle part ailleurs. Donc, finalement, nous allons nous concentrer sur ces résultats absence de traitement versus 2 mg. Diapositive suivante. Donc, voilà le résultat principal à la semaine 24 et à la semaine 48. Gardez en mémoire que ce sont des petits nombres de malades. On est dans l'hépatite delta, donc 51 patients non traités. Et vous voyez 2% de taux de réponse à la semaine 48, qui est défini sur un ARN indétectable ou ayant diminué depuis 2 log et des transaminases normales. Et dans le bras qui a reçu le bulvertide en monothérapie au bout d'1 an, vous voyez que la réponse est de 45%. Diapositive suivante. Et puis, c'est un essai de phase 3, donc on a quand même pas mal de données de tolérance et on a tous eu la pratique de ce médicament et c'est globalement un médicament très bien toléré. Maintenant, comme dans tout essai, vous voyez qu'il y a eu au moins un effet indésirable dans plus de 70% des cas, très peu d'effets indésirables graves et ils étaient tous en lien avec des effets hématologiques, des thrombopénies, des leucopénies qui étaient plus en lien avec la maladie hépatique sous-jacente parce qu'il y avait beaucoup de cirrhotiques dans cette étude. Vous voyez qu'il n'y a eu aucun arrêt de traitement pour événements indésirables et puis des événements indésirables assez basiques. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a 16% de réactions au point d'injection, mais pour la pratique, on sait que ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'on a connu avec l'interféron, c'est juste des rougeurs au point d'injection. Donc voilà, on a enfin la phase 3 du bulvertide en monothérapie avec ce chiffre de 45% après 48 semaines. Merci Victor et merci Jean-Pierre. On va donc faire une dizaine de minutes maintenant de questions-réponses. Il y a une première question, avant d'aborder le chapitre suivant, une première question qui a été posée par Philippe Sony à Jean-Pierre. Comment explique-t-on dans l'hépatère que le risque d'accident cardiaque majeur n'est réduit après DAA qu'en cas de maladie hépatique évoluée? Écoute, je ne sais pas. Stan, est-ce que tu as la réponse puisque tu ou Marc, vous avez… Oui, je pense qu'il y a au moins une réponse partielle qui est que les fibroses extensives, donc F3 et F4, sont significativement associées à plus d'artériosclérose
quelles que soient d'ailleurs en réalité les pathologies. Donc c'est vrai pour l'hépatite C, mais c'est vrai pour d'autres hépatopathies. Et de façon assez remarquable, il avait été montré que sous traitement antiviral, il y avait une réduction en cours de traitement, donc au cours vraiment des 12 semaines, par l'efficacité anti-inflammatoire, on va dire, de la virosuppression, de l'épaisseur de l'intima carotidienne. Donc je pense que l'essentiel des effets qui sont rapportés positifs sur la réduction des infarctus et donc l'insuffisance cardiaque éventuellement d'origine ischémique est lié au fait que comme il y a plus souvent de l'artériosclérose chez ces patients avec fibrose extensive, on voit principalement le bénéfice chez les patients avec fibrose extensive. Néanmoins, et notamment dans l'étude de l'équipe de Palerme, c'était un effet constant. Et donc, je pense que c'est principalement par ce biais que la virosuppression permet une correction des complications cardiovasculaires. Oui, et l'étude des patères, en fait, confirme complètement les résultats de l'équipe de Palerme sur le bénéfice en termes d'artériopathie au long cours. Alors, d'artériopathie au long cours et aussi de réduction d'accidents ischémiques, donc cardiaques, chez les patients ayant une fibrose extensive ou une cirrhose. Ouais. Ce qui n'apparaît pas dans la population générale, et comme on est aux alentours de 10% de cirrhotique, 15% de fibrose extensive, c'est vrai qu'en population générale, le bénéfice est un peu diminué, mais globalement, il y a un bénéfice évidemment cardiovasculaire à guérir les patients, même si on peut se poser la question de ces troubles de la conduction et des troubles du rythme qu'on observe à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Et juste comme élément explicatif, je crois que le point important, c'est que ce sont des données renseignées à partir du chaînage SNDS, données qu'on n'avait pas obtenues avec les données de pharmacovigilance de la cohorte, très simplement parce qu'il y a une limitation à l'exhaustivité des renseignements sur les drogues prescrites éventuellement après traitement, sur les événements, notamment les hospitalisations et autres. Bon, je pense que ça montre la complémentarité des différentes approches méthodologiques, notamment pour l'analyse de tous ces grands nombres. Alors, merci Jean-Pierre et à Victor. Donc, en ce qui concerne le virus Delta, je pense qu'on a maintenant des données assez solides sur le bénéfice du bulévirtide dans le traitement du Delta. Il y a quand même plusieurs questions qui se posent. Alors, je vous demande à tous les deux, bulévirtide, plutôt en bithérapie avec l'interféron ou en monothérapie? Première question. Deuxième question, quelle durée en monothérapie? Et troisième question qui est plus à destinée des laboratoires Gilead, est-ce qu'on peut espérer une forme prête à l'emploi? Toutes ces questions étant posées par Philippe Sony. Alors, l'étude d'Hélène, c'est une étude de vraie vie, c'est pas une étude randomisée, prospective avec où les patients, c'est le choix des investigateurs. Et je pense qu'effectivement, quand on a un patient qui a une cirrhose sévère, on ne mettra pas de l'interféron, puisqu'on a quand même eu quelques mauvaises expériences avec l'interféron chez les patients cirrhotiques. Pour ce qui est des autres, avec des cirrhoses compensées, moi, j'ai tendance à mettre de la bithérapie. Parce que les résultats sont quand même extrêmement sont probants. Je veux dire, à 24 semaines ou à 48 semaines, le taux d'ARN indétectable, je trouve quand même que raisonner en termes d'indétectabilité de l'ARN, ça a plus de sens pour moi que la réponse virologique. Je trouve que c'est quand même en faveur de la bithérapie. Après, effectivement, il faut voir comment le patient tolère et ne pas hésiter à diminuer les doses. Et je vous rappelle que les vieilles études avec l'interféron dans l'hépatite delta, c'est qu'on essayait de faire des traitements long cours avec la plus petite dose minimale efficace pour maintenir la réponse virologique. Donc, je ne sais pas quelle est la durée optimale. En tout cas, dans l'analyse multivariée, c'est au moins d'interféron entre J0 et S12 dans l'analyse qu'a faite Hélène pour la réponse virologique à S24. Donc, tant que le patient tolère, moi, je maintiendrai l'interféron. Et puis, j'essaye maintenant de baisser l'interféron à 130 ou à 90 microgrammes par semaine si le patient ne tolère pas. Et pour Pierre, j'ai une question d'Anaïs Vallée-Pichard sur donc l'étude Sofvel 12 semaines sans riba. Pour les patients donc cirrhotiques infectés par un génotype 3, tu confirmes qu'on abandonne l'idée d'une addition de ribavirine
Alors, chez les patients naïfs, je crois que la réponse est oui, mais aussi chez les patients pré-traités. C'est la conclusion de l'équipe allemande. Elle, dans l'analyse, quand il fait en analyse univariée et en multivariée, le fait de mettre de la ribavirine ne change rien à la réponse. C'est une méta-analyse, c'est pas une étude. Hein. Là, ils ont fait la méta-analyse de l'ensemble des publiés. Ah oui, tu veux dire, mais les patients quoi en échec de quoi alors? Non, sur ta diapositive, avec ou sans ribavirine, en effet, cette. Non, avec ou sans ribavirine, c'était des patients c'est des patients qui n'avaient jamais été traités et clairement la méta-analyse montre clairement que la ribavirine n'apporte rien. Et chez les patients pré-traités. Et chez les patients très pré-traités, c'est la conclusion de l'étude allemande. C'est en analyse unie et multivariée, le fait de mettre que les patients soient infectés par un génotype 3 ou de mettre de la ribavirine ne sort pas de façon indépendante. Donc, pour celles qui rédigent les recommandations HAS, le message, c'est globalement la ribavirine ne garde un intérêt que pour les cirrhoses Child B et C, dans la mesure où on ne peut pas utiliser d'inhibiteur de protéase et qu'on va donc utiliser sofosbuvir, velpatasvir plus ribavirine. Exactement. D'accord. Alors, question supplémentaire en ce qui concerne le delta. Quelle durée de la bithérapie? Geste Victor à répondre. Alors, c'était la bonne question. Effectivement, on n'a pas la durée. On n'a pas non plus la dose d'interféron, comme l'a dit Jean-Pierre. En fait, on ne sait absolument pas si on a besoin de mettre 180 microgrammes associés ou 135 ou 90 parce que les doses sont très variables dans la vraie vie. Et pour ceux à qui vous ne pouvez pas mettre d'interféron, il faut savoir que le bulévirtide continue d'agir et de faire diminuer la charge virale avec le temps. Et finalement, pour rassurer les patients, il faut leur dire que même après 1 an, on peut voir encore des charges virales diminuer. Donc, c'est important de suivre la cinétique virale de vos patients et de voir comment elle évolue si vous n'avez pas mis d'interféron. La durée après, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a absolument aucune réponse et qu'il faudra voir un peu ce que donne le suivi de ces patients au long cours. Oui, ce que tu as rappelé dans la phase 3, c'est que les résultats au bout de 48 semaines sont très encourageants et qu'on a globalement une bonne virosuppression, mais qu'évidemment, on aura les résultats de cette étude de phase 3 dans quelques années qui comparera 2 ans à 3 ans de monothérapie. Exactement.